Et là, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, chers amis, et bienvenue. Bienvenue à notre cours de gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons voir les acteurs, parce que un projet doit nécessairement avoir des acteurs qui vont poser des actes. Et là, ce sont des acteurs très importants. Parce que ce sont eux qui vont faire, dans un certain sens, qui vont donner vie à ce projet. Et là, avant, je vais tout de suite partager avec vous l'écran et je vais vous parler de ce contrat. OK? Contrat de projet. Le contrat de projet, ensuite, on verra les acteurs et leur rôle. Lorsqu'on parle d'un contrat, le projet, on doit avoir un contrat parce que ça suppose qu'on a un contrat pour qu'on puisse avoir du succès. Et ça suppose qu'il y ait un contrat. Il doit y avoir un contrat. Ça suppose qu'il y ait ce contrat-là. Et entre ce que nous appelons le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ou la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et ce contrat doit être respecté par ces deux entités. OK? Donc, la maîtrise d'œuvre veut atteindre des résultats en restant dans les limites. Vous allez voir tout de suite après, je vais vous parler de ce que nous attendons par maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maître d'ouvrage, etc. Il veut rester dans ses limites. Hein? Et pour pouvoir mieux comprendre tout ça, et là, il va prendre des décisions qui relèvent de sa responsabilité pour pouvoir mener à bien le projet. OK? Et là, la maîtrise d'œuvre a une obligation de résultat en tant que tel, parce qu'il doit nécessairement maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre doit livrer la marchandise. Et la maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui donne. Et nous allons voir tout ça. OK? Voici les acteurs et leur rôle. Et tous ces acteurs vont constituer ce que nous appelons l'équipe de projet, l'équipe du projet. OK? Il y a un maître d'ouvrage externe, il y a le sponsor, qui est le maître d'ouvrage interne. Vous avez déjà vu ça dans les concepts, les commanditaires. Ensuite, maître d'œuvre externe et le chef de projet, qui peut être considéré comme maître d'œuvre interne dans les entreprises, et l'équipier. OK? Là, je commence avec le maître d'ouvrage. Alors, vous allez voir pourquoi on fait la différence entre externe et interne, mais habituellement, nous avons le maître d'œuvre et maître d'ouvrage. OK? Le maître d'ouvrage externe, et c'est une personne, ça pourrait être une personne physique ou morale. Ça veut dire une entreprise peut être maître d'ouvrage. Une entreprise peut être maître d'ouvrage. Un individu peut être maître d'ouvrage. Et également. Par exemple, vous êtes le maître d'ouvrage de la construction de votre maison. Si vous voulez construire une maison, vous allez être le maître d'ouvrage. L'ouvrage est à vous. Vous allez demander à quelqu'un d'autre d'exécuter, qui cette personne-là sera le maître d'œuvre. On est là. Et là, le maître d'ouvrage fixe
Les objectifs, c'est le maître d'ouvrage qui va fixer les objectifs, c'est-à-dire les buts à atteindre. C'est le maître d'ouvrage qui va fixer l'enveloppe budgétaire. C'est-à-dire l'argent qu'on va utiliser, le budget. Et le maître d'ouvrage va parler du temps. OK? C'est-à-dire les délais souhaités pour le projet. OK? On dit souhaité parce que des fois, ça ne termine pas nécessairement le jour fixé. Même si on fait des planifications, on est là. C'est comme vous construisez, vous voulez construire une maison, il peut y avoir un peu de décalage. Des fois, pas beaucoup, mais c'est ça, dans l'ensemble, faire plus pour moins cher est le créneau du maître d'ouvrage. Parce qu'il y a des compétiteurs. S'il ne veut pas le faire, il va y avoir d'autres personnes qui vont être disponibles à le faire. Donc, son créneau, c'est faire plus pour moins cher. OK? Donc, les projets qui sont initiés par les maîtres d'ouvrage externes sont le plus souvent des projets de bâtiments industriels, travaux publics, par exemple la construction d'une autoroute, etc. Et là, ça prend des normes et les règles d'ingénierie des règles d'ingénierie qui sont vraiment très strictes. On est là. Et là, et ces projets-là, vous pouvez trouver d'autres gens. C'est pour cette raison qu'on dit que la gestion de ces projets est très contractualisée. Vous pouvez trouver des gens, des sous-contractants, des gens que vous allez donner d'autres contrats. Par exemple, dans une maison, pour couler le béton, vous pouvez prendre quelqu'un qui va venir avec son malaxeur, etc., qui va couler le béton. C'est un sous-contrat. Est-ce qu'on est là? Exemple de maître d'ouvrage externe. L'État est le maître d'ouvrage de la construction d'autoroutes. Une société est le maître d'ouvrage de la construction de son siège social. Par exemple, une banque qui veut construire son siège social, il va être elle, c'est-à-dire la banque va être le maître d'ouvrage. Donc, une société est maître d'ouvrage de la réalisation de sa ligne de conditionnement, présentation, préparation d'une marchandise pour le transport. En anglais, on appelle ça packaging. OK? Donc, c'est ça. Ensuite, on a le maître d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage interne. C'est la même chose. Maîtrise d'ouvrage interne, c'est le sponsor ou le promoteur, le commanditaire. Et ça peut être une personne physique au sein d'une entreprise qui initie ce projet et il assure la majeure partie du financement. C'est pour cette raison qu'on parle de promoteur, on parle de sponsor, on parle d'un commanditaire et sera souvent le destinataire des bénéfices de l'ouvrage réalisé. Donc là, on parle de maître d'ouvrage interne, comme le maître d'ouvrage interne. L'objectif du sponsor, l'objectif du sponsor, je rappelle, par exemple, on parle de ce sponsor-là, est de trouver une réponse à un besoin. Son image est fortement engagée et liée à la réussite de ce besoin. Donc, exemple de sponsor ou de maître d'ouvrage interne, c'est aussi un maître d'ouvrage interne, le directeur de recherche et développement est le sponsor, le maître d'ouvrage des projets de développement de nouveaux produits dans une entreprise. Ça veut dire la délégation, la direction générale délègue à cette personne-là, délègue, la direction générale va déléguer au département recherche et développement
et pour pouvoir réaliser ce projet. Par exemple, s'il y a un projet de formation, un projet de formation qui est, les ressources humaines vont être le sponsor de ce projet-là. Maintenant, et les ressources humaines va recevoir une délégation de la direction générale. Comme vous savez, il y a direction générale et il y a ces gens-là. Il y a direction générale et il y a les fonctions. Hein? Donc, le responsable de formation est le sponsor de la mise en place d'une gestion centralisée des actions formation. OK? Le département des ressources humaines est le sponsor de la centralisation de plusieurs services ressources humaines sur un seul site. OK? Donc, ça va être le département des ressources humaines, mais c'est à l'interne. On est là? Ensuite, il y a le maître d'ouvrage externe. Là, c'est une personne physique, morale, le plus souvent personne morale, qui réalise l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage. OK? Donc, je dis bien le maître d'œuvre externe. Le maître d'œuvre externe, une personne physique ou le plus souvent personne morale qui réalise l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage et qui assure la responsabilité globale de la qualité technique, du délai et du coût. Donc, le maître d'œuvre est chargé de faire pour répondre à un besoin. Et ces objectifs sont d'abord de savoir on a quel besoin. Et seul le maître d'ouvrage est capable de répondre à cette question qui est vraiment fondamentale. OK? Exemple de maître d'œuvre externe. Une société d'ingénierie sera le plus souvent maître d'œuvre de la construction d'une école, de la construction d'une autoroute. OK? Là, un architecte est souvent le maître d'ouvrage de la réalisation d'un bâtiment, ou un ingénieur est souvent le maître d'ouvrage. Un cabinet d'études sera le maître d'œuvre. Excusez-moi, j'ai parlé de maître d'ouvrage, c'est pas la bonne chose, là. Une société d'ingénierie sera le plus souvent le maître d'œuvre de la construction d'une école. Un ingénieur est souvent le maître d'œuvre de la réalisation d'un bâtiment. Ça veut dire la personne qui va faire, qui va réaliser, qui va construire. Un cabinet d'études sera le maître d'œuvre de la construction d'une usine de traitement d'eau. On est là. Ensuite, il y a le chef de projet. Là, c'est intéressant parce que éventuellement, on est appelé à devenir un chef de projet. Hein? Et ce n'est pas des projets personnels, là. On appelle ça le chef de projet est le maître d'œuvre interne. OK? Donc, c'est la personne physique, la personne qui est chargée de veiller à la bonne réalisation du projet en regardant les objectifs techniques, coûts, délais. En interne, on l'appelle parfois pilote, coordinateur, en fonction de son rôle exact, en fonction de son rôle exact. Et là, et son niveau d'autonomie réel. OK? Donc, il est le chef de projet, il est redevable à la réussite du projet. C'est ce que nous appelons l'opérationnel du service, même s'il ne fait pas tout le plus souvent, il ne réalise pas dans la pratique rien du tout, mais il est le coordonnateur. C'est comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne joue pas tous les instruments, mais il est le chef d'orchestre. Il fait jouer les instruments. OK? Mais pour un chef de projet, même s'il est chef d'orchestre, mais ça doit se faire dans la collectivité. Hein? Et les objectifs
sont les objectifs, d'abord faire fonctionner les acteurs, les services, les sociétés avec des cultures diverses. Son premier objectif est de vraiment clarifier ce que veut le sponsor, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, le promoteur, le monteur de projet. On peut l'appeler également commanditaire, sponsor, commanditaire, promoteur, monteur de projet. Okay? C'est tout ce qu'on fait en amont du projet. D'accord? Merci beaucoup. Exemple de maître d'œuvre interne, le chef de projet informatique est le maître d'œuvre interne du développement d'une application maison. Le chef de projet recherche et développement est le maître d'œuvre interne du développement de nouveaux produits. On est là, équipier. C'est quelqu'un qui travaille, il n'a pas beaucoup bon, il a des soucis, mais ça ne peut pas affecter son avenir en termes de carrière, parce qu'il est très variable en fonction du type de projet. Il est là, des fois, c'est quelqu'un qui touche à tout. Et de manière générale, ce sont ceux qui participent régulièrement aux réunions de projet parce qu'il est là, il contribue. Il est nommé au sein d'une équipe sans avoir eu véritablement le choix. Ses priorités sont répondre aux besoins du chef de projet et il va continuer le plus souvent à exercer son métier de base sans prendre trop de risques pour sa carrière. OK? Il est équipier, il est là, il travaille, mais il n'est pas chef de projet, là. Il n'est pas maître d'ouvrage, il n'est pas maître d'œuvre. Mais il est là, il aide, il ne prend pas trop de risques pour sa carrière parce que c'est un équipier, il est là. Exemple d'équipier, pour un projet de vaccin, vous allez avoir un correspondant recherche, un correspondant études cliniques, un correspondant marketing, un correspondant qualité, etc. Okay? Ce sont on appelle ces gens-là on les appelle des équipiers. OK? On les appelle des équipiers. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ensuite, on va plus loin. La question maintenant que je veux vous poser, lorsque vous avez tout ça, vous avez conduit votre projet, vous avez initié le projet, vous avez coordonné le projet, et lorsqu'on arrive à la fin, on essaie de se poser une question. Est-ce réaliste le bon achèvement du projet? C'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Par exemple, le bon achèvement du projet est assuré par qui? Par la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on appelle main d'œuvre, gros œuvre, un autre terme pour désigner le projet. Maître d'œuvre, gros œuvre. Et il va poser des actions pour parvenir à ce résultat, ce qu'on appelle le livrable du projet. C'est-à-dire, sur d'une maison, il va faire tout ce qu'il peut pour arriver à cette maison-là. Donc, la maîtrise de l'œuvre on va intégrer des moyens et des savoir-faire pour parvenir à l'ouvrage. OK? Le projet, on parle d'un engagement de résultat pris par un fournisseur, le maître d'œuvre dans les approches clés en main. Et alors, vis-à-vis du client, le maître d'ouvrage, le projet est un engagement de résultat. Je dois donner des résultats. Hein? Parce qu'en tant que maître d'œuvre, je dois donner la clé de la maison, clé en main. Et le client, c'est le maître d'ouvrage. On est là et c'est ça. Donc, terminons cette partie en vous parlant un petit peu des structures qui existent, les structures de management de projet qui existent. Les structures d'entreprises sont des entreprises sont très variables. Et là, ça dépend de quel secteur d'activité on en est. Chaque secteur d'activité a, par exemple, différentes structures, par exemple.
la structure physique même d'un hôpital, ce n'est pas la structure physique d'un restaurant, hein? Mais même la structure en termes d'organisation, hein? Les gens qui vont travailler, ça va être différent. Hein? Par exemple, la structure de management, hein? La structure de management du gouvernement, par exemple, d'un gouvernement, ce n'est pas la même structure d'une banque, ce n'est pas la même structure de l'électricité, d'une compagnie d'électricité, c'est pas la structure d'une école, etc. Hein, les structures varient. Il y a 3 types de structures principales qu'on utilise en management de projet ou gestion de projet. Il y a la structure fonctionnelle, je vais vous en parler tantôt, en parlant des fonctions. Il y a la structure matricielle, qui est une combinaison que vous allez voir de structure matricielle et structure divisionnelle dans un certain sens. Il y a la structure par projet. OK, moi j'opte pour la structure par projet qui est dans un certain sens qui est la meilleure structure par projet. OK, donc avoir une connaissance claire de sa structure, connaître les avantages et les inconvénients de chaque structure, avoir une gestion des parties prenantes, comprendre les différents enjeux, améliorer la satisfaction client. Parce que tout ce qu'on essaie de faire avec une structure d'entreprise, c'est que cette structure-là va s'adapter à la stratégie de l'entreprise, va s'adapter à la réalité de l'entreprise. Il faut comprendre la matrice organisationnelle, il faut connaître les avantages, les inconvénients de chaque structure, avoir une gestion, pouvoir gérer les parties prenantes, comprendre les différents enjeux de pouvoir et améliorer la satisfaction de la clientèle. Regardez la structure fonctionnelle. L'entreprise fonctionne par silo. Vous avez la direction générale en haut et vous allez avoir marketing, finance, ressources humaines. Ce sont au deuxième niveau. Le premier niveau, vous allez avoir, comme je vous dis, le premier niveau, vous allez avoir tout ça, cette structure que nous appelons la structure fonctionnelle. OK? Et là, je peux vous montrer un peu et je peux vraiment essayer d'aller d'essayer de voir excusez-moi la structure fonctionnelle. Et voici cette structure que nous appelons la structure fonctionnelle. OK, on peut aller voir ça. Hein? Vous avez président, vice-président marketing, vice-président ingénierie, vice-président production, vice-président ressources humaines. Ça, c'est une structure que nous appelons la structure fonctionnelle. D'accord? Et la deuxième, c'est structure, je vous ai parlé de la structure matricielle. Hein? Je vais profiter pour vous donner matricielle. Structure matricielle, c'est une matrice. Vous voyez ici, structure matricielle, direction du groupe, c'est quelqu'un qui va prendre la direction du groupe. Il y a des projets et quand je vais avoir besoin de ces gens-là, fabrication va venir pour le projet 1, projet, ils vont venir, recherche et développement, finance, mais après le projet, ces gens-là vont retourner dans leur département
et respectifs. OK? On est là. Mais ensuite, la dernière, c'est structure par projet. Sur projet. OK? Ça, c'est la meilleure parce que les gens sont là. OK? Vous allez avoir pour le projet, functional management, mais ce sont les gens qui vont rester avec vous pendant tout le projet et ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont rester avec vous. Vous allez avoir ce qu'on appelle une attitude les uns envers les autres et vous allez travailler ensemble. Laissez-moi vous montrer structure fonctionnelle. Oui. Ensuite, si on se concentre sur la fonction de gestion de projet, on va retrouver les 4 avantages. La plupart des groupes fonctionnels, ils vont avoir l'expertise. Certains experts peuvent apporter leur support. Il n'y a pas de perte d'expertise. Ça, c'est la structure fonctionnelle parce que les spécialistes sont là. Mais le désavantage, il y a une certaine rigidité qui peut apparaître entre les départements. La structure même des projets, on peut voir une perte de motivation, les objectifs étant fixés par département. OK? Mais structure matricielle, c'est bon aussi, mais on parle d'une structure matricielle un peu faible. Vous allez voir, c'est matriciel, mais le gestionnaire de projet ne détient pas beaucoup d'autorité parce que ces gens-là font partie de notre structure, ils viennent seulement pour le projet. Donc, la meilleure structure, il y a meilleure allocation des ressources pour matriciel, mais les avantages, l'organisation fonctionnelle par rapport à ce type de structure possède des avantages. Hein. Elle amène son lot d'enjeux parce que l'encadrement des employés, ça va être très difficile. Mais la hiérarchie, l'autorité, parce que ces gens-là font partie de 2 structures. Mais la structure par projet, les individus sont regroupés en équipe de projet, ils sont sous l'autorité du gestionnaire de projet. Ça, c'est vraiment la meilleure façon, la meilleure. OK? Merci beaucoup. Là, et je vous dis au revoir et à bientôt.